La cantine du collège Saint-Exupéry sombra dans un silence cruel, uniquement brisé par le bruit des téléphones qui cliquaient, capturant chaque seconde d'humiliation. Un fauteuil roulant gisait renversé sur le côté, les roues tournant encore lentement. Sur le sol, entourée de livres éparpillés et de jus renversés, était assise Emma Dubois, 16 ans, fixant les lumières fluorescentes crues, tandis que des dizaines d'élèves restaient à regarder sans rien faire. Puis vint le bruit de pas, lourds et déterminés, résonnant dans le couloir à l'extérieur. Les portes doubles s'ouvrirent brusquement et tout le monde se tourna pour voir une silhouette en treillis militaire, de la poussière accrochée à son uniforme, son expression taillée dans la pierre. Ses yeux balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, sa petite sœur par terre, seule au milieu d'une foule de lâches. Le silence s'épaissit alors qu'il avançait, chaque pas délibéré, impérieux. Les jeunes avec leurs téléphones les abaissèrent lentement. Ceux qui riaient quelques instants auparavant sentirent leur sourire mourir sur leur visage. Emma avait appris à naviguer dans le collège Saint-Exupéry comme quelqu'un traversant un champ de mines. Chaque matin, elle franchissait ses portes en sachant que les regards viendraient, les chuchotements traînant derrière elle comme de la fumée. Elle gardait la tête baissée, feignait d'être absorbée par le livre qu'elle portait, essayait de se faire aussi petite et invisible que possible. Être différente ici signifiait être une cible, et l'invisibilité était sa seule armure. Les matins commençaient toujours de la même manière. Des casiers qui claquent, des voix qui rebondissent sur les murs carrelés, le crissement des baskets sur les sols cirés. À travers tout cela, le léger ronronnement du fauteuil roulant d'Emma était presque inaudible, ce qu'elle préférait. Quand les gens remarquaient, c'était rarement gentil. Elle avait appris cette leçon tôt et souvent. La pause déjeuner était la pire. La cantine fonctionnait comme un royaume avec des frontières rigides. Les sportifs revendiquaient les tables près des fenêtres avec la meilleure lumière. Les populaires tenaient court au centre. Les élèves de théâtre et d'art se regroupaient dans les coins. Emma s'asseyait seule à une petite table près du mur est, un livre ouvert devant elle, un sandwich à moitié mangé à côté d'elle, essayant d'exister dans son propre monde privé. Elle rêvait constamment d'être ailleurs, sur des scènes où ses mots compteraient, dans des salles où les gens écouteraient au lieu de rire. Elle voulait être écrivaine, raconter des histoires sur des gens comme elle, des gens qui étaient vus mais pas vraiment vus, entendus mais pas vraiment entendus. Elle avait des cahiers remplis de débuts d'histoire, de fragments de pensée, de morceaux de la personne qu'elle espérait devenir. Son frère Julien comprenait, il avait toujours compris. Avant qu'ils ne s'engagent dans l'armée, ils s'asseyaient ensemble sur les marches de leur maison pendant qu'il lui parlait de courage, de force, qui n'avait rien à voir avec les jambes ou les muscles. Quand il est parti pour l'armée de terre, il a envoyé des lettres qu'Emma gardait dans une boîte en bois sous son lit, les lisant quand l'école devenait trop difficile à supporter. Dans une lettre, il avait écrit « Petite sœur, la force vit dans le cœur, pas dans le corps. Tu es plus forte que n'importe qui que je connaisse. Ne laisse personne te convaincre du contraire. » Elle gardait ces mots près d'elle, surtout les jours où le monde semblait déterminé à prouver sa faiblesse. Aujourd'hui, c'était différent cependant. L'air dans la cantine était chargé d'une manière ou d'une autre, dans l'attente. Emma remarqua la façon dont certains yeux glissaient constamment vers sa table, la façon dont les conversations semblaient s'arrêter et redémarrer. Elle essaya de se concentrer sur son livre, mais les mots se brouillaient, ses instincts criant l'avertissement. De l'autre côté de la pièce, Kevin Lemaire se tenait avec ses deux compagnons constants, Théo Roux et Lucas Martin. Kevin était le capitaine de l'équipe de foot, le chouchou de l'entraîneur, grand et large d'épaules, avec un sourire narquois qui faisait détourner le regard au professeur. Lui et ses amis avaient remarqué Emma, et cette lueur cruelle dans les yeux de Kevin signifiait que le déjeuner d'aujourd'hui n'allait pas être paisible. Emma sentait la tension comme une chaleur sur sa peau. Elle serra plus fort les accoudoirs de son fauteuil roulant, prenant des respirations lentes, espérant qu'il perdrait intérêt. Mais quand le premier rire moqueur traversa le bruit de la cantine, elle sut que l'espoir était un jeu de dupes.
Kevin commença à se diriger vers elle, Théo et Lucas le flanquant comme des loups à la chasse. Leurs pas étaient délibérément forts, attirant l'attention, s'assurant que tout le monde regardait. Le cœur d'Emma battait à tout rompre, mais elle garda les yeux sur son livre, les mains tremblant légèrement, alors qu'elle tournait une page qu'elle n'avait pas lue. « Salut, Emma !» La voix de Kevin porta à travers la pièce, dégoulinant d'une fausse amabilité. « Tu comptes essayer l'athlétisme quand? On pourrait utiliser quelqu'un avec des roues. » Des rires éclatèrent de leur coin. Théo s'approcha, faisant des bruits de moteur exagérés. « Vroom, vroom. Je parie qu'elle fait le 0 à 100 en quoi? Jamais. » Encore plus de rires. Des téléphones apparurent, enregistrant. Emma sentit les murs se refermer, l'air se raréfier. Elle voulait disparaître, s'enfoncer à travers le sol, être n'importe où sauf ici, sous les yeux des gens qui voyaient sa souffrance comme un divertissement. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, murmura-t-elle, mais sa voix était trop faible, avalée par le bruit. Kevin se pencha, son ombre tombant sur sa table. « Qu'est-ce que tu as dit? Parle plus fort, on ne t'entend pas avec le bruit de ta séance de lamentation. » Lucas tendit la main et fit tomber son cahier de la table. Il frappa le sol avec un bruit sec, les pages s'ouvrant. Emma le fixa, sentant quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine. Ce cahier contenait ses histoires, ses pensées privées, ses rêves. Maintenant, il gisait là comme des ordures, pendant que tout le monde regardait. « Oups !» dit Lucas, avec une innocence exagérée. « Les mains moites. Oh, attends, il faudrait déjà avoir des mains qui fonctionnent, non ?» La cruauté était désinvolte, presque ennuyée, ce qui la rendait pire d'une certaine manière. C'était juste amusant pour eux, une façon de passer le temps avant le prochain cours. Théo attrapa le dossier du fauteuil roulant d'Emma et le secoua assez fort pour faire vibrer ses os. « Je me demande à quel point ce truc est vraiment solide, » dit-il en songeant, et le sang d'Emma se glaça. Elle essaya de s'éloigner, mais Kevin se plaça devant, bloquant son chemin. Son sourire était acéré comme du verre brisé. « Tu vas où ?» On ne fait que commencer. Une employée de la cantine remarqua l'agitation et cria « Hé, laissez-la tranquille !» Mais elle était trop loin, sa voix trop incertaine. La foule continua à regarder, continua à filmer, mais personne ne bougea pour l'aider. Les mains de Kevin se refermèrent autour du cadre du fauteuil roulant d'Emma. « Testons la durabilité, voulez-vous » Le monde d'Emma bascula alors qu'il tirait fort. Le métal gémit en signe de protestation. L'accoudoir droit se brisa avec un craquement sec qui fit halter plusieurs personnes. Kevin rit, tirant plus fort de l'autre côté. Le deuxième accoudoir se détacha et soudain, le fauteuil roulant d'Emma se désintégrait sous elle. « Arrête !» essaya-t-elle de dire, mais la terreur avait volé sa voix. D'une violente poussée, Kevin renversa complètement le fauteuil roulant. Emma tomba, son corps heurtant durement le sol carrelé froid, les livres et la nourriture se dispersant autour d'elle comme des débris d'une épave. Le fracas résonna dans toute la cantine, suivi d'un moment de silence terrible. Puis, les rires commencèrent. Des rires cruels, joyeux, inhumains. Théo se plia en deux, haletant. Lucas sortit son téléphone, filmant tout. « Oh mon Dieu, ça va directement sur TikTok !» Emma resta là, incapable de bouger, fixant les lumières du plafond qui semblaient se brouiller et nager. Elle voulait pleurer, mais ne leur donnerait pas cette satisfaction. Autour d'elle, des téléphones étaient levés, enregistrant son humiliation sous tous les angles. Pas une seule personne ne s'avança pour l'aider à se relever. Kevin se tenait au-dessus d'elle, triomphant. Et voici la grande Emma Dubois, mesdames et messieurs, la guerrière en fauteuil roulant, vaincue par la gravité. Plus de rires, plus de téléphones, plus de blagues cruelles. Emma se sentit se fragmenter des morceaux de sa dignité éparpillés sur le sol de cette cantine avec son fauteuil roulant cassé et son déjeuner gâché. À ce moment-là, elle crut qu'elle ne se remettrait jamais de cela, que ce moment la définirait pour toujours. Puis vinrent les pas, des bottes lourdes frappant le carrelage au rythme du tonnerre. Le son traversa les rires et les conversations comme un couteau à travers le tissu.
Les portes de la cantine s'ouvrirent avec une telle force qu'elles rebondirent contre les murs. Toutes les têtes se tournèrent. Julien Dubois se tenait dans l'encadrement de la porte, toujours en uniforme de l'armée de terre, la poussière du voyage accrochée au tissu. Son visage était dur, marqué par les opérations, une fine cicatrice courant le long de sa mâchoire. Mais ses yeux étaient ce qui glaçait tout le monde, sombres et flamboyants, avec une intensité qui faisait soudainement se sentir petit le plus grand joueur de rugby de la pièce. Les rires moururent instantanément. Les téléphones s'abaissèrent. Kevin, Théo et Lucas se figèrent là où ils étaient. Le regard de Julien balaya la pièce, prenant tout en compte, le fauteuil roulant renversé, sa sœur par terre, le cercle d'élèves avec leur caméra sortie, l'épave de la dignité de quelqu'un traité comme un divertissement. Il avança et la foule se sépara comme l'eau devant la proue d'un navire. Emma. Sa voix était rauque, une fureur contrôlée à peine maîtrisée. Il s'agenouilla à côté d'elle, repoussant les cheveux de son visage avec une douceur surprenante. « Ça va, petite sœur ?» La respiration d'Emma se coupa, un soulagement l'envahissant si puissamment que ça faisait mal. « Julien, ils l'ont cassé. Je n'ai rien fait, ils l'ont juste cassé. » Il l'aida à s'asseoir prudemment, vérifiant les blessures. Puis, il se leva, se tournant pour faire face à Kevin Lemaire, qui essayait très fort d'avoir l'air détaché et échouait misérablement. « Tu penses qu'elle est faible ?» La voix de Julien était calme maintenant, ce qui la rendait d'une certaine manière plus terrifiante. Chaque mot pesait lourd. « Tu penses que casser un fauteuil roulant te rend fort ?» Kevin força un rire. « Qui es-tu censé être, son garde du corps? C'est une école, pas une zone de guerre. »« Je suis son frère, » dit Julien, faisant un pas de plus. « Et je suis dans l'armée de terre. J'ai vu la vraie force. J'ai été à côté d'elle. J'ai combattu à côté d'elle. Et toi ?» Il regarda Kevin de haut en bas avec un dégoût évident. « Tu n'es rien. Tu es un lâche qui attaque les gens qui ne peuvent pas se défendre et appelle ça du pouvoir. » La pièce était assez silencieuse pour entendre respirer. Théo et Lucas s'étaient déjà éloignés de Kevin, soudainement très intéressés par le sol. « Les vrais hommes ne font pas leurs preuves en détruisant les sans-défense, » continua Julien, sa voix portant dans tous les coins de la cantine. « Les vrais hommes les protègent. Mais tu ne saurais rien de tout ça, n'est-ce pas? Tu es trop occupé à être une brute pour comprendre à quoi ressemble le vrai courage. » Le visage de Kevin rougit. « C'était juste une blague, mec. Tu réagis de façon excessive. » Julien s'approcha, pas menaçant, pas agressif, juste présent d'une manière qui fit reculer Kevin involontairement. « Une blague? Ma sœur allongée sur ce sol pendant que toi et tes amis filmaient son humiliation, c'est une blague pour toi? » « On était juste, » commença Kevin. « Vous n'étiez juste rien, » le coupa Julien. « Vous étiez cruel. Vous étiez sans cœur, et chaque personne dans cette pièce qui est restée là à filmer, qui est restée là à rire, qui est restée là à ne rien faire, vous êtes tous coupables. Vous pensez que c'est du divertissement? C'est la vie de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la fille de quelqu'un, quelqu'un qui mérite mieux que ça. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, accusateurs et indéniables. Plusieurs élèves abaissèrent complètement leur téléphone maintenant, la honte rampant sur leur visage. D'autres ne pouvaient pas croiser le regard de Julien. Kevin essaya une dernière fois de sauver sa fierté. « Tu ne sais rien de moi. »« J'en sais assez, » dit Julien sèchement. « Je sais quel genre de personne cible quelqu'un en fauteuil roulant. Je sais quel genre de personne a besoin de 2 amis pour le soutenir contre une fille qui ne peut pas marcher. Je sais que dans des années, quand tu repenseras à ce moment, tu vas réaliser quel lâche pathétique tu étais, et cette connaissance va te suivre pour le reste de ta vie. » Le proviseur se fraya un chemin à travers la foule, alors, le visage rouge de colère et d'embarras. Kevin Lemaire, Théo Roux, Lucas Martin, bureau, maintenant. Pour une fois, Kevin n'avait rien à dire. Tous les 3 sortirent en silence, les épaules voûtées, tandis que toute la cantine regardait. Personne ne riait, personne ne parlait.
Le pouvoir que Kevin avait exercé par la peur et la cruauté s'était évaporé au moment où quelqu'un s'était levé contre lui. Julien se retourna vers Emma, s'agenouillant à nouveau à côté d'elle. « Allez, on va te mettre quelque part de plus confortable. » Il la souleva prudemment, la portant vers une chaise voisine, pendant qu'un professeur se précipitait pour aider avec le fauteuil roulant cassé. Emma s'accrocha à son frère, les larmes venant enfin, non pas de la douleur, mais du soulagement et de la gratitude et du sentiment accablant de ne plus être seule. Autour d'eux, les élèves rangeaient tranquillement leur téléphone. La vidéo se répandrait, Emma le savait, mais maintenant elle raconterait une histoire différente. Pas seulement une fille victime de harcèlement, mais quelqu'un qui se lève. Des conséquences, du courage. En quelques heures, la vidéo devint virale. « Frère militaire défend sa sœur contre des brutes », titraient les journaux. Les commentaires affluaient, des milliers d'entre eux, exprimant l'indignation face à la cruauté et l'admiration pour l'intervention de Julien. Les parents appelaient l'école demandant des réponses. Les nouvelles locales reprirent l'histoire. Le soir, toute la communauté savait ce qui s'était passé au collège Saint-Exupéry. Dans le bureau du proviseur, Kevin, Théo et Lucas étaient assis en silence pendant que les administrateurs et leurs parents discutaient des conséquences. Suspension. Perte des privilèges sportifs. Possibles accusations criminelles selon les dommages. Le bouclier confortable de la popularité avait été arraché, les laissant exposés. Emma passe le reste de cette journée à l'infirmerie, Julien ne la quittant jamais. Elle était physiquement indemne à l'exception de quelques ecchymoses, mais l'impact émotionnel était plus difficile à mesurer. « Je pensais que personne ne se lèverait jamais pour moi, » dit-elle doucement. Julien serra sa main. « Je me lèverai toujours pour toi, toujours. Mais Emma, tu dois comprendre quelque chose. Tu n'es pas faible, tu ne l'as jamais été. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas une question de ta force, c'est une question de leur cruauté. Ne les laisse pas te faire croire que tu es moins que tu ne l'es. » Dans les jours qui suivirent, le collège Saint-Exupéry changea. Les professeurs qui avaient auparavant négligé les incidents firent soudainement attention. Les élèves qui avaient été des spectateurs commencèrent à prendre la parole. L'école mit en place de nouvelles politiques anti-harcèlement, installa une meilleure surveillance, créa un système de signalement qui fonctionnait réellement. Emma se retrouva au centre d'une attention qu'elle n'avait jamais voulu. Des camarades de classe s'approchèrent avec des excuses. « Je suis désolé d'être resté là sans rien faire. J'aurais dû aider. » Elle accepta leurs mots, comprenant que le courage était quelque chose qui s'apprenait, pas inné. Un fonds fut créé pour soutenir les élèves handicapés de l'école. Quand Emma apprit qu'il voulait le nommer d'après elle, elle insista sur une approche différente. « Ne faites pas ça pour moi, » dit-elle au proviseur. « Faites-le pour tous ceux qui en ont besoin. Appelez-le le Fonds d'accessibilité Saint-Exupéry. Je veux que les autres élèves aient le soutien que je n'ai jamais eu. » La réponse fut écrasante. Les dons affluèrent de la communauté, suffisamment pour acheter de nouveaux équipements, financer des modifications au bâtiment, embaucher du personnel supplémentaire formé au soutien du handicap. La simple demande d'Emma avait déclenché quelque chose de plus grand qu'elle-même. Son professeur de français lui demanda d'écrire sur l'expérience. Emma versa son cœur sur la page, non seulement décrivant ce qui s'était passé, mais examinant ce que cela signifiait, la culture du silence, la complicité des spectateurs, la différence qu'une seule personne pouvait faire en refusant d'accepter la cruauté comme normale. Quand elle lut son essai à voix haute en classe, les élèves écoutèrent avec une attention qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pas de la pitié, du respect. Quand elle eut terminé, les applaudissements furent sincères et soutenus. La permission de Julien prit fin trop tôt. À l'aéroport, Emma lui serra la main fort. « Promets que tu reviendras. »« Chaque fois que j'en aurai l'occasion, » lui assura-t-il. « Mais Emma, tu n'as pas besoin de moi pour te protéger.
Tu es plus forte que tu ne le sais. Ce qui s'est passé dans cette cantine, ce n'était pas ta faiblesse qui était exposée, c'était la leur. Et la façon dont tu as géré tout depuis, transformant la douleur en but, c'est ça, la vraie force. Après son départ, Emma ouvrit sa boîte en bois de lettres et ajouta quelque chose de nouveau. Des mots de camarades de classe, la remerciant d'avoir pris la parole. Des lettres de parents dont les enfants avaient été inspirés. Des messages d'étrangers à travers le pays qui avaient vu la vidéo et avaient été incités à agir dans leur propre communauté. Elle recommença à écrire, non seulement des histoires, mais la vérité. Elle écrivit sur le fait d'être différent, sur le fait de survivre aux cruautés quotidiennes, sur le pouvoir d'avoir ne serait-ce qu'une seule personne à vos côtés. Ces mots trouvèrent des publics au-delà du collège Saint-Exupéry, publiés dans le journal local, partagés sur les réseaux sociaux, finalement rassemblés dans un blog que les gens lisaient réellement. Kevin, Théo et Lucas revinrent à l'école après leur suspension, mais tout avait changé. Leur règne de cruauté désinvolte était terminé. Les élèves ne riaient plus de leurs blagues, les professeurs les surveillaient attentivement. Le capital social qu'ils avaient accumulé par l'intimidation avait été dépensé. Emma vit Kevin dans le couloir un jour. Il avait l'air différent d'une certaine manière, plus petit peut-être, ou juste moins sûr de lui. Il commença à passer, puis s'arrêta. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Pour ce que j'ai fait, pour tout ça. » Emma l'étudia pendant un long moment. « Es-tu désolé de l'avoir fait ou désolé de t'être fait prendre ?» Il tressaillit. Les deux probablement, mais surtout le premier. Je continue de le voir, tu sais, ce que j'ai fait. Et je déteste ça. Je déteste avoir été cette personne. Alors ne sois plus cette personne, dit simplement Emma. C'est tout ce que nous pouvons faire. Décider d'être meilleur. Elle passa devant lui, laissant Kevin là avec le poids de ses choix. Emma avait appris que le pardon ne signifiait pas oublier, et que les conséquences ne signifiaient pas qu'il n'y avait pas de chemin à suivre. Chacun devait trouver son propre chemin à travers les dégâts qu'il avait causés. Les mois passèrent, et le collège Saint-Exupéry devint un endroit différent, pas parfait, mais meilleur. Les élèves prirent plus souvent la parole. Les professeurs intervinrent plus rapidement. La culture de la complicité silencieuse commença à se fissurer. L'histoire d'Emma devint partie intégrante de l'histoire de l'école. Une leçon enseignée aux nouveaux élèves sur le respect, la dignité et l'importance de se lever. À l'anniversaire de ce jour dans la cantine, l'école dévoila quelque chose d'inattendu, une fresque peinte sur le mur près de l'entrée de la bibliothèque. Elle montrait un fauteuil roulant, peint dans des couleurs vives, avec des ailes s'étendant de ses côtés. En dessous, des mots simples. La force vit dans le cœur. Emma se tenait devant, les larmes coulant sur son visage. Julien était rentré à la maison pour l'inauguration, se tenant à côté d'elle en uniforme de cérémonie. « Tu as fait ça », dit-il doucement. « Tout ce changement, ça a commencé avec toi, refusant de laisser ce moment te définir. » Emma secoua la tête. « Ça a commencé avec toi, franchissant ces portes, avec toi, montrant à tout le monde que rester silencieux n'était pas acceptable. »« Non, » dit Julien fermement, « j'ai juste fait du bruit. Tu as fait du changement. Il y a une différence. La vérité se situait probablement quelque part entre leurs deux points de vue. Le courage se présentait sous de nombreuses formes. Le courage d'intervenir, le courage de prendre la parole, le courage de transformer la douleur en but. Emma avait appris qu'elle possédait toutes ces formes dans différentes mesures. Elle avait encore des jours difficiles. Des moments où de vieilles peurs refaisaient surface, où elle se demandait si les gens la voyaient ou seulement son fauteuil roulant. Mais ces moments se produisaient moins fréquemment maintenant. Et quand ils se produisaient, elle avait des outils pour les combattre. Sa propre voix, sa propre histoire, la connaissance qu'elle avait survécu à son pire moment et avait émergé non pas brisée, mais plus forte. Julien retourna à son devoir finalement, mais cette fois, Emma ne se sentit pas abandonnée.
Elle avait trouvé sa propre force, construit son propre système de soutien, créé son propre chemin à suivre. Ses lettres arrivaient toujours, mais maintenant les siennes partaient tout aussi fréquemment, remplies non pas de douleur mais de but. Emma continua à écrire, sa voix atteignant plus loin qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle prit la parole dans d'autres écoles sur le harcèlement et la résilience. Elle travailla avec des organisations soutenant les élèves handicapés. Elle devint, presque accidentellement, une défenseure et un exemple. Mais elle n'oublia jamais où elle avait commencé, seule sur le sol d'une cantine, pendant que les gens riaient et filmaient. Ce souvenir resta avec elle, non pas comme une blessure, mais comme un rappel de ce qui se passait quand les gens choisissaient la cruauté plutôt que la compassion, le silence plutôt que l'action, et un rappel de la rapidité avec laquelle les choses pouvaient changer quand ne serait-ce qu'une seule personne décidait de se lever. Des années plus tard, quand Emma obtint son diplôme du collège Saint-Exupéry, en tête de sa classe, elle prononça le discours de remise des diplômes. Elle parla de force et de courage, de la différence entre être renversé et rester à terre, du pouvoir de refuser de laisser les autres définir votre valeur. J'ai appris que la force ne vient pas des jambes qui fonctionnent, ou des bras qui se lèvent, ou des voix qui crient, dit-elle à la foule assemblée d'élèves, de parents et de professeurs. La force vient des cœurs qui refusent de se briser, des esprits qui choisissent de se relever, des voix qui disent la vérité même quand elles tremblent. Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, mais Emma les entendit à peine. Elle regardait la foule, voyant les visages des élèves qui l'avaient soutenue, des professeurs qui avaient changé leurs approches, et quelque part au fond, à peine visible, Kevin Lemaire, assis avec sa famille, écoutant. Leurs yeux se croisèrent brièvement à travers la distance. Il hocha la tête une fois, un petit geste de reconnaissance. Emma hocha la tête en retour. Aucun ne devait plus rien à l'autre que cela. La reconnaissance qu'ils avaient tous les deux été changés par ce qui s'était passé, qu'ils avaient tous les deux choisi des chemins à suivre à partir de ce moment. Alors qu'Emma roulait sur la scène pour recevoir son diplôme, elle pensa aux mots de Julien d'il y a des années, des mots qu'elle avait portés à travers tout. « Tu n'as pas besoin de jambes pour te tenir droite. Tu te tiens avec ton cœur. » Elle avait appris la vérité de ces mots à la dure, à travers la douleur et l'humiliation et le lent travail de reconstruction de la dignité, pièce par pièce. Mais elle les avait appris, et en apprenant, elle avait enseigné aux autres. C'était la vraie victoire, non pas sur les brutes ou les circonstances, mais sur le mensonge, selon lequel être différent signifiait être moins. L'histoire d'Emma Dubois ne s'est pas terminée au collège Saint-Exupéry. Elle ne faisait que commencer, mais elle a commencé là, sur le sol de cette cantine, à ce moment où il ne lui restait plus que le choix de la façon d'avancer. Elle avait choisi le courage, elle avait choisi la voie, elle avait choisi de se tenir droite de la seule manière qui comptait vraiment. Et ce choix avait tout changé.